Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire un étonnant voyage au cœur de la matière. Et nous allons même remonter jusqu'à ses origines, vous savez, le Big Bang. Je vous préviens, ça va être un peu physique et chimique aussi. Alors bienvenue dans le monde des atomes, voici le programme. C'est parti pour un voyage qui va nous emmener du monde de l'infiniment petit, celui des atomes, au monde de l'infiniment grand, celui des étoiles et des galaxies. Car pour comprendre de quoi nous sommes tous faits, il faut remonter le temps jusqu'aux origines de l'univers et des premières particules. Mais au fait, savez-vous de quoi est composé un atome? Quelles sont les forces qui s'exercent à l'intérieur? Quelles sont les plus petites particules que l'on peut voir ou détecter aujourd'hui? Les mystères de la matière intriguent les savants depuis l'Antiquité, mais il faut attendre le 19e siècle et le 20e siècle pour que les scientifiques commencent à les comprendre. Et puis, que sait-on aujourd'hui de cette mystérieuse antimatière présente aux origines de l'univers? Qu'appelle-t-on la matière noire? Et que s'est-il vraiment passé au moment du Big Bang? D'ailleurs, c'est quoi le Big Bang exactement? Alors pour tout comprendre, accrochez-vous et faites chauffer la matière grise bien sûr. Bon, avant de partir dans l'immensité de l'univers et de remonter le temps jusqu'au Big Bang, je vous propose d'abord d'explorer l'infiniment petit, d'aller voir ce qui compose la matière qui nous entoure, qu'elle soit solide comme cet objet, liquide comme l'eau ou encore gazeuse comme l'air. Et oui, parfois on ne la voit pas cette matière et pourtant elle est partout autour de nous. Alors de quoi est-elle composée exactement? Bien regardez. De quoi est fait le monde qui nous entoure? Les plantes, les objets, les animaux, toi, moi, et même l'air que l'on respire, bref, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Ils sont environ 1 million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Ah oui, il y a l'atome d'oxygène, de fer, de carbone. Au total, il existe 118 éléments identifiés par l'homme, dont 94 naturels présents sur Terre. Tous sont regroupés dans le fameux tableau périodique des éléments, appelé aussi tableau de Mendeleïev. Tous les atomes sont construits de la même façon, à l'aide de petites briques qu'on appelle particules. Pour bien comprendre, zoomons sur un atome. Regarde, au centre, il y a un noyau composé de protons et de neutrons. Autour, un nuage d'électrons est en mouvement. Pour te donner une idée, si le noyau faisait la taille d'une tête d'épingle posée sur la pelouse d'un terrain de foot, les électrons se situeraient dans les tribunes du stade. Un atome est donc essentiellement constitué de vide. Oh là là! Mais comment elles tiennent ensemble ces petites briques alors? C'est grâce aux forces fondamentales de l'univers. Il en existe 4. La force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Dans notre cas, seules 2 d'entre elles participent au maintien de la structure des atomes. La force nucléaire forte et la force électromagnétique. Ok, et ça marche comment ces 2 forces? La plus puissante, la force nucléaire forte, ou force forte, agit au niveau du noyau. C'est elle qui tient ensemble les protons et les neutrons. Comme tu le vois, les protons et les neutrons sont constitués de grains de matière encore plus petits, les quarks. Ce sont des particules élémentaires. Ces derniers s'échangent en permanence une particule appelée le gluon. Cette particule transmet la force forte, qui agit un peu comme de la colle. C'est grâce à cette force que le noyau des atomes existe et donc que tout ce qui nous entoure existe également. Ah oui, quand même. Et la force électromagnétique? Elle attire entre eux les électrons, chargés négativement, et les protons, chargés positivement, grâce à des photons, une particule que les protons et les électrons s'échangent en permanence. C'est un peu comme 2 aimants qui s'attireraient, mais sans jamais se coller. La force électromagnétique assure donc la cohésion de l'atome lui-même. Et au quotidien, elle sert à quoi? La force électromagnétique est présente partout dans notre vie. Lumière, électricité, magnétisme, etc. C'est aussi elle qui empêche le verre de passer au travers de la table. Grâce à cette force, les électrons du verre et ceux de la table se repoussent, car ils portent la même charge électrique. Je commence à sentir la force monter en moi. Pour comprendre d'où viennent les particules qui composent aujourd'hui la matière qui nous entoure, il faut remonter plus de 13 milliards d'années en arrière. Vous savez, à l'époque de ce que l'on appelle le Big Bang. C'est parti. Les protons, les neutrons, les atomes, d'où vient la matière?
Ah ça, c'est une très vieille histoire. Pour te la raconter, on va remonter le temps. La matière apparaît il y a environ 13,7 milliards d'années. À cette époque, selon le modèle du Big Bang, l'univers qui renferme tout l'espace est infiniment dense et chaud. Puis d'un coup, l'univers entre dans une phase d'expansion et se propage dans toutes les directions. Et il y a déjà des galaxies et des planètes? Rien de tout ça. Au tout début, l'univers ressemble à une soupe uniforme, composée des particules les plus élémentaires connues, comme par exemple les électrons, les quarks ou les photons. L'univers gonfle rapidement, un peu comme un ballon, et la température diminue en même temps. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand la température diminue? Plus la température diminue, et plus les particules arrêtent de s'agiter. Environ une microseconde après le début du Big Bang, la température est d'environ 10 000 milliards de degrés. Elle a suffisamment diminué pour que les quarks commencent à s'associer par 3 pour former les protons et les neutrons. Ah, ça commence. Avec les protons et les neutrons, on peut former le noyau des atomes. Exactement. Les noyaux d'hydrogène sont déjà formés. En effet, ils sont constitués d'un seul et unique proton. Entre 3 et 20 minutes après le début du Big Bang, quand la température passe en dessous de milliards de degrés, les protons et les neutrons s'associent pour former les premiers noyaux de deutérium, d'hélium et de lithium. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Regarde, on peut enfin commencer à remplir le tableau périodique des éléments ou tableau de Mendeleïev. Ok, on a les premiers noyaux. Et après? Après, il faut patienter un peu. 380 000 ans après le début du Big Bang, la température de l'univers descend à environ 3000 degrés Celsius. C'est suffisamment froid pour que les électrons s'agitent moins et se lient au noyau déjà formé. Résultat, les tout premiers atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium apparaissent. Oui, mais il en manque encore beaucoup. C'est parce que la création de nouveaux éléments marque une pause pendant près d'1 milliard d'années. Durant cette période, d'immenses nuages de matière se concentrent sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles et galaxies. Le cœur de ces étoiles contient d'innombrables noyaux d'hydrogène et il y fait très chaud, plus de 10 millions de degrés. C'est si chaud que les noyaux d'hydrogène fusionnent pour créer des noyaux d'hélium. Puis après plusieurs réactions successives, d'autres noyaux comme les noyaux de carbone, d'azote, d'oxygène, jusqu'aux noyaux de fer pour les plus grosses étoiles. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Eh ben dis donc, ce sont de véritables usines ces étoiles. Et ce n'est pas fini. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, certaines d'entre elles explosent. À ce moment-là, elles libèrent dans tout l'univers les noyaux qu'elles ont fabriqués. Et pendant cette explosion, les noyaux capturent des neutrons pour former encore de nouveaux noyaux. Un vrai feu d'artifice. Mais il faudra encore attendre des dizaines de milliers d'années pour que les électrons se lient à tous les noyaux créés et forment ainsi les 94 éléments naturels du tableau périodique présent sur Terre. Même si le philosophe grec Démocrite s'intéressait déjà 5 siècles avant notre ère à la composition de la matière et qu'il parlait déjà d'atomes, il a quand même fallu attendre le début du XXe siècle pour découvrir vraiment de quoi est composé un atome et quels sont les phénomènes physiques qui se déroulent à l'intérieur. Et puis, parallèlement au travail des physiciens, il y a eu celui des astronomes qui, en observant les étoiles et les galaxies, ont réussi à remonter aux origines de la matière. Ainsi est née l'astrophysique. Voici l'histoire de la matière et de ses découvertes au fil du temps. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite s'intéresse à la matière. Selon lui, elle est faite d'une brique élémentaire, l'atome, et de vide. Malheureusement, sa théorie se perd pendant plusieurs siècles. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l'idée d'un découpage de la matière en briques élémentaires soit reprise, mais sans parler d'atomes. Durant cette période, des savants européens étudient les gaz comme la vapeur d'eau. Ils constatent que la matière qui les constitue peut être décomposée en éléments comme l'hydrogène et l'oxygène. Ils vont alors les étudier et les classer. La chimie est née. Mais ce n'est qu'au début des années 1800 que le terme atome ressurgit. Le chimiste John Dalton avance que la matière est faite de petites billes dures, les atomes, et que les réactions chimiques sont des assemblages de ces atomes. Les scientifiques restent sceptiques jusqu'à ce que des chimistes
différencie molécules et atomes dans les années 1860. Ces travaux aboutissent finalement à l'élaboration du tableau périodique des éléments, imaginé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869. Et si l'atome était comparable à un gâteau au raisin? Après la découverte de l'électron en 1897, le physicien Joseph John Thomson suppose que les atomes sont comme une pâte chargée positivement qui emprisonne des grains négatifs, les électrons. Il baptise ce modèle Plum Pudding, du nom d'un dessert de son pays d'origine, l'Angleterre. Cette conception de l'atome n'était pas bonne et sera remise en cause plus tard par Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais. Celui-ci se lance dans l'étude de la radioactivité récemment découverte. Il identifie alors des particules émises par les atomes tels que les rayons alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. En étudiant en 1909 des atomes bombardés par ces rayons, il découvre que l'atome possède un noyau en son centre et que ce noyau baigne dans le vide. 10 ans plus tard, grâce à une nouvelle expérience, Ernest Rutherford découvre que le noyau est composé de particules plus petites qu'il baptisera protons. La découverte du noyau ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour les physiciens. C'est le début de la physique nucléaire qui s'attache désormais à décrire la structure de l'atome, le comportement de ses particules et les phénomènes physiques qui se déroulent dans le noyau. Ainsi, après sa découverte de 1909, Ernest Rutherford pense qu'un atome est constitué d'un noyau en son centre et d'électrons lui tournant autour. On cherche aussi à comprendre un phénomène connu depuis le 19e siècle, l'émission de lumière par les atomes. En 1913, Niels Bohr, en s'aidant de travaux de Max Planck sur les rayonnements électromagnétiques, montre que pour l'atome d'hydrogène, les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites particulières. Pour les autres atomes, la réponse est plus complexe et viendra des physiciens quantiques qui étudient le comportement des particules. Parallèlement aux découvertes sur l'atome, les astronomes étudient les astres, et cela depuis l'Antiquité, mais sans savoir ce qui les constitue. Vers la moitié du 19e siècle, on peut enfin analyser leur composition, leur température et leur formation. L'astrophysique fait ses premiers pas. Deux scientifiques allemands, Robert Bunsen et Gustav Kirchhoff, déterminent en 1859 que la combustion de certains éléments chimiques produit un gaz particulier qui génère des couleurs. Celles-ci sont ordonnées selon une série de bandes qui caractérisent l'élément de façon unique, comme des empreintes digitales. Ce sont les spectres de Ray. Ils s'aperçoivent vite que cette découverte est un outil précis aux multiples applications, telles que trouver de nouveaux éléments ou connaître la constitution du Soleil à distance. Par exemple, le physicien danois Bent Strömgren s'appuie sur ce genre de mesures pour en déduire la quantité d'hydrogène dans le Soleil au cours des années 1930. Des travaux sur la composition des étoiles suivront après la guerre, dans les années 50. Au début du XXe siècle, les physiciens s'intéressent aussi à l'origine de l'univers. Albert Einstein suppose que l'univers est statique, alors qu'Alexander Friedman le pense en expansion. À partir de là, le Belge Georges Lemaître suppose en 1927 que toute la matière se concentrait à l'origine dans un très petit volume. C'est l'hypothèse de l'atome primitif. La matière se serait ensuite étendue dans tout l'univers en une gigantesque expansion que le physicien Fred Hoyle baptisera Big Bang. Cette théorie est d'abord très controversée. Seuls quelques-uns y croient, comme Georges Gamow, qui publie un article en 1948 sur la formation des éléments. À la fin des années 1920, l'astronome Edwin Hubble confirme l'expansion en montrant que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'hypothèse du Big Bang reviendra en force après 1964. On découvre en effet un rayonnement considéré comme un écho des débuts de l'expansion, le fond diffus cosmologique,
Depuis, la recherche s'appuie sur le modèle du Big Bang pour comprendre la formation de l'univers. Après la Seconde Guerre mondiale, les programmes nucléaires se développent en même temps que les armes nucléaires. Les expériences dans les accélérateurs de particules se multiplient et les découvertes de nouvelles particules aussi. Dans les années 1970, elles vont aboutir à une théorie qui décrit l'ensemble des particules élémentaires constituant la matière, comme les quarks ou les électrons, ainsi que leur interaction. On appelle cette théorie le modèle standard des particules. Cependant, la matière décrite ne constitue que 5% de l'univers. Il reste encore plus de 95% de l'univers que ce modèle n'explique pas, tel que la matière noire. Pour tâcher d'en apprendre plus sur les constituants de l'univers, des télescopes sont donc envoyés dans l'espace. Ils servent à enquêter et à en apprendre plus sur la naissance des étoiles, la formation des galaxies ou encore les débuts du Big Bang. Alors ça, c'est étonnant. La matière ordinaire, c'est-à-dire celle qui nous entoure et celle que l'on peut voir, par exemple en regardant les étoiles et les galaxies, eh bien cette matière ordinaire ne représente que 5% environ du contenu de l'univers. Pour les 95% restants, c'est énorme, on ne sait pas de quoi est fait l'univers. C'est une énigme et la résoudre est aujourd'hui le grand défi des scientifiques. Voici quelques-uns des grands mystères de l'univers, à commencer par la matière noire et par l'antimatière. Dans les années 70, l'astronome américaine Vera Rubin fait l'hypothèse d'une matière invisible qui expliquerait la rotation de certaines galaxies. Baptisée matière noire, celle-ci représenterait une proportion bien plus importante que la matière dite ordinaire. Mais comment on détecte quelque chose qu'on ne peut pas voir ? En analysant la façon dont tournent les étoiles quand on s'éloigne du centre de la galaxie, on peut déterminer le contenu matériel de la galaxie et le comparer au contenu matériel lumineux. Et là, surprise, on constate qu'il faut entre 5 et 7 fois plus de matière que la matière visible dans une galaxie pour expliquer la dynamique de la galaxie. Autrement dit, il semble qu'une galaxie contienne plus de masse que ce qu'elle nous donne à voir par sa lumière. Et ce n'est pas le seul indice. Sur cette image, les taches jaunâtres que l'on voit au centre, ce sont des galaxies dans un amas de galaxies qui compte typiquement de quelques dizaines à quelques centaines de galaxies. On peut, comme pour une galaxie individuelle, analyser le mouvement de ces galaxies dans l'amas, la dynamique de l'amas. Et là encore, on constate qu'il faut, pour rendre compte de ce que l'on observe, plus de matière que la matière lumineuse émise par les galaxies. Troisième indice, qui concerne encore les amas de galaxies, on voit autour de l'amas des petites structures bleutées qui sont des galaxies plus lointaines que l'amas et dont la forme, dont l'image est déformée par la présence de l'amas. L'analyse de ces déformations est une autre voie pour peser l'amas, déterminer son contenu matériel. C'est donc grâce aux effets de la matière noire que les scientifiques savent qu'elle existe. Mais alors, puisqu'on sait où elle est et ce qu'elle fait, de quoi est-elle composée ? Pour l'instant, cette matière noire, la seule connaissance qu'on en ait, c'est ce qu'elle ne peut pas être. Il y a eu un certain nombre de particules qui ont été candidats à être la matière noire. Cette quantité de matière qui pèse, qui a un effet gravitationnel, qui est en quantité très appréciable, et un certain nombre de candidats qui ont été rejetés. Et on se retrouve dans une situation un peu fâcheuse où il n'y a aucun candidat crédible qui soit dominant devant les autres. Pas de panique, un grand nombre de particules ont ainsi été prédites d'après les propriétés qu'on pouvait observer avant qu'on arrive enfin à déterminer ce qu'elles étaient vraiment. Et pour la matière noire, comment ça va se passer ? Un certain nombre de satellites et d'expériences au sol vont être menées ou envoyées quand ce sont des satellites envoyés dans l'espace. Des détecteurs sont installés aussi sur Terre pour essayer de détecter des particules qui sont encore passées inaperçues dans les accélérateurs de particules ou dans les détecteurs de génération précédente, moins sensibles, pour essayer de mettre un doigt sur cette matière noire qui, pour l'instant, ne se manifeste qu'indirectement par les effets gravitationnels qu'elle produit.
Eh ben, on n'est pas près d'avoir une photo de famille. Et à part savoir à quoi elle ressemble, qu'est-ce que ça nous apporterait d'identifier la matière noire? Si on arrive à dire c'est tel type d'objet astrophysique, alors notre compréhension de l'univers sera améliorée au sens des objets qui le peuplent. Et s'il s'agit d'une particule encore non détectée dans des accélérateurs ou dans des détecteurs, eh bien ça obligera à en tenir compte dans les théories qui décrivent le monde microscopique, le monde des particules. Donc cette question de la matière noire est absolument fondamentale en physique, d'autant que la quantité nécessaire est beaucoup plus élevée que la quantité que nous constatons de matière ordinaire. 5 à 7 fois plus de matière noire vis-à-vis de la matière ordinaire, celle qui nous constitue, celle qui constitue la Terre et les objets habituels. Comme si la matière n'était pas assez compliquée, les physiciens étudient aussi des antiparticules qui formeraient l'antimatière. Mais ces antiparticules, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un type de particules qu'on a découvert après qu'elles aient été prédites d'ailleurs par Dirac dans les années 30 et qui correspond en fait aux particules existantes et qui sont leurs symétriques. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas dans la nature parce que quand elles rencontrent leurs particules symétriques, elles s'annihilent pour donner que des radiations. Et effectivement, les particules, quand elles se rencontrent et qu'elles s'annihilent, les particules de matière et d'antimatière, dégagent énormément d'énergie. Par exemple, on mélange un électron avec un antiélectron, aussi appelé positron, et hop! Mais au fait, d'où est-ce qu'elle vient cette antimatière? Le modèle du Big Bang prévoit qu'il se soit créé autant de matière que d'antimatière au tout début. Or, ce qu'on observe dans l'univers, pour l'instant, c'est que de la matière. Donc on ne sait pas où est passée cette antimatière. C'est pour ça qu'il est très intéressant, du point de vue fondamental, d'étudier l'antimatière, pour essayer de voir si elle n'aurait pas des propriétés différentes, certaines propriétés qui soient différentes, que la symétrie ne soit pas totale. Mystère, l'antimatière aurait disparu de l'univers. Mais les physiciens arrivent aujourd'hui à en produire en toute petite quantité dans des accélérateurs de particules. Pour étudier l'antimatière, on a dû fabriquer cet appareillage ici, où il y a un petit accélérateur qui envoie des électrons sur une cible, et là ça fait des paires de positons et d'électrons. Et on ne sélectionne que les positons, et on les garde, et on les amène dans ce piège qui est derrière moi, ou qui est un piège électromagnétique, dans lequel ils sont gardés, ils sont ralentis, piégés et stockés, et ils seront envoyés ensuite au contact des antiprotons du CERN pour fabriquer des antihydrogènes. Eh ben, ça n'a pas l'air évident de créer de l'antimatière. Pourtant, selon les physiciens du CNRS, avec seulement 1 kg d'antimatière, on pourrait alimenter en énergie une ville pendant 3 ans. Le seul problème aujourd'hui, c'est que pour fabriquer de l'antimatière, il faut une quantité phénoménale d'énergie. Bref, on tourne un peu en rond. Ah, quoi de plus romantique que s'allonger dans l'herbe pour regarder les étoiles. Pourtant, les plus brillantes ne sont pas forcément les plus intéressantes pour les scientifiques. C'est le cas des étoiles à neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont constituées en grande partie de neutrons. Mais quelles sont les différences avec une étoile comme notre Soleil ? Contrairement au Soleil, qui est une étoile qui rayonne en lumière visible, une étoile à neutrons rayonne très peu en lumière visible et elle a surtout une taille beaucoup plus petite que celle du Soleil. Le diamètre du Soleil, à peu près 1 400 000 km, la taille d'une étoile à neutrons, son diamètre, à peu près 10 à 15 km, un peu plus grand que la taille de Paris, contenant 1 à 2 fois la masse de notre étoile. Ce sont des objets qu'on appelle compacts, qui contiennent une quantité incroyable de matière dans un volume très petit. Oula, les particules doivent être bien serrées là-dedans. Mais comment une telle concentration de matière a bien pu se produire ? Elle résulte de l'évolution d'une étoile de grande masse. Une étoile de grande masse, c'est quelque chose qui pèse 8, 10, 15 fois la masse du Soleil au moment de sa naissance. Cette étoile va évoluer beaucoup plus rapidement que le Soleil et finira sa vie dans une gigantesque explosion qu'on appelle une supernova de type 2. Le cadavre de l'étoile qui a explosé est précisément une étoile à neutrons. Ça, c'est ce que l'on constate sur cette image où l'on voit une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse du Crabe. Le cadavre qu'il reste, c'est l'étoile à neutrons qui se trouve au centre de cette nébuleuse. L'image que l'on voit ici a été faite à la fois en lumière visible, en lumière infrarouge, et aussi pour la région centrale que l'on voit en violet en rayons X. On a donc une image composite qui montre un peu tous les aspects qu'un œil omnipotent pourrait voir de cette nébuleuse du Crabe. Heureusement que les télescopes ont une meilleure vue que nous.
Et qu'est-ce que ces étoiles peuvent nous apprendre sur la matière? On a d'un côté des physiciens microscopiques qui essaient d'extrapoler ce qu'ils imaginent se passer dans le nœud des atomes à l'échelle d'une tonne à neutrons, et de l'autre, des astrophysiciens qui essaient de mesurer simultanément la masse et le rayon pour tout un corpus d'étoiles à neutrons. Et en comparant les deux, cela permet de tester à l'échelle de l'étoile à neutrons si les théories microscopiques élaborées par les physiciens microscopiques sont valables, restent valables à ces échelles-là. Et donc, d'une certaine façon, l'étoile à neutrons est un laboratoire de physique nucléaire qui permet d'extrapoler ses propriétés de physique fondamentale à des échelles différentes de celles du noyau. Dans la famille des particules élémentaires, je voudrais le neutrino. Mais encore faut-il en trouver un. Voyons voir, tiens. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un neutrino? Les neutrinos sont des particules qu'on a dû introduire de manière théorique parce qu'il y avait des observations sur des désintégrations qu'on ne comprenait pas et qui sont des particules du coup qui ont une masse très très faible et une interaction très faible. C'est pour ça que pendant longtemps on a pensé que c'était une particule hypothétique. C'est quelque chose qui permettait d'expliquer un défaut en énergie dans des désintégrations. Oula, ça ne va pas m'aider à mettre la main dessus. Au fait, pourquoi c'est si difficile à détecter? Elles interagissent extraordinairement faiblement, donc il en faut des milliards pour pouvoir espérer en détecter une ou deux. Et donc on sait les fabriquer maintenant en faisant des flots de particules très intenses qui se désintègrent en donnant des neutrinos, mais on sait maintenant aussi détecter des neutrinos qui nous viennent du Soleil, parce que les réactions nucléaires du Soleil produisent des neutrinos aussi. L'ordre de grandeur, c'est 40 milliards de neutrinos par centimètre carré. Donc sur votre ongle, il passe 40 milliards de neutrinos chaque seconde. Mais vous ne les voyez pas, mais ils n'interagissent pas. Il faut des détecteurs extraordinairement gros pour en détecter quelques-uns. Mais alors, pourquoi les scientifiques font-ils tous ces efforts pour les observer? L'intérêt d'étudier les neutrinos, c'est un peu comme pour l'antimatière, de détecter des variations ou des différences ou des violations des lois qu'on a établies pour la matière. On voit des neutrinos traverser tout l'univers et en ce sens, ce sont des messagers extrêmement intéressants pour l'astronomie parce qu'ils ne sont déviés par aucune cause, aucun champ magnétique ne les dévie, donc ils viennent directement de l'endroit où ils sont créés. La lumière, elle, est absorbée sur des distances extrêmement longues, mais eux ne seront jamais absorbés. Et donc on les verra tout le temps. Pour détecter de nouvelles particules et comprendre ce qu'elles sont, il faut un savant mélange de hasard et de prédiction. C'est le cas pour le muon, imaginé par monsieur Yukawa en 1935 et défini une douzaine d'années plus tard. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un muon? Donc le muon, c'est une particule élémentaire du modèle standard, au même titre que l'électron ou le neutrino par exemple. Et on a tendance à dire que c'est le frère ou le cousin lourd de l'électron parce qu'en fait il a pratiquement les mêmes propriétés que l'électron, simplement il est plus massif, il est à peu près 200 fois plus lourd que l'électron. C'est une particule instable contrairement à l'électron, il se désintègre au bout d'un temps qui est de l'ordre de 2 microsecondes, donc 2 millionièmes de seconde. Oh là, bah ça vit pas vieux un muon. Et comment les chercheurs arrivent à l'étudier? Il s'avère qu'il est plus pénétrant que l'électron. Donc il peut vraiment traverser des dizaines, voire des centaines de mètres de roches, par exemple, avant de s'arrêter, d'être absorbé, de se désintégrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc les muons, à un moment, vont finir par s'arrêter. S'ils traversent une trop grande quantité de matière, ils perdent suffisamment d'énergie pour s'arrêter ou pour se désintégrer. Ça veut dire que si on regarde dans une direction donnée, à travers un objet, et qu'on compte le nombre de muons qui nous arrivent dans une direction donnée, on est capable de déterminer la densité ou l'épaisseur de l'objet en question. C'est-à-dire que plus l'objet est dense ou épais, plus les muons auront perdu d'énergie à l'intérieur et donc se seront arrêtés, et donc moins on en observera derrière. Donc on peut faire une imagerie comme ça, ce qu'on appelle une myographie, donc c'est l'analogie de la photographie, simplement on utilise des muons au lieu des photons, et donc on obtient une cartographie en 2 dimensions de la densité d'un objet. Pour mieux comprendre, regardons ce château d'eau. La myographie nous permet de bien observer quand il est plein et quand il est vide. Bon, c'est joli ces images, hein, mais à qui ça peut bien servir? En fait, la myographie, c'est une technique qui est utilisée depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années maintenant. Les premiers qui ont fait ça de manière vraiment systématique et scientifique, c'est les volcanologues,
qui ont en fait utilisé des détecteurs à muons, donc un petit peu comme celui-là. Ils mettent ça à flanc de volcan, typiquement. Le télescope pointe dans la direction du volcan et ils mesurent comme ça une cartographie en 2D de la densité de l'édifice volcanique. Par exemple, s'il y a des cheminées, s'il y a des poches de magma. Il y a plein d'exemples où la myographie peut être utilisée. Une des applications phares qui s'est développée ces dernières années, c'est la recherche de cavités dans des pyramides. Mais au même titre qu'un volcan, effectivement, si on met un détecteur à l'intérieur ou au voisinage d'une pyramide, on peut sonder l'intérieur et voir s'il n'y a pas des cavités qui vont se traduire par des différences de densité en fait, dans la direction d'observation, donc une différence de flux de muons. Pour comprendre d'où viennent les atomes qui nous constituent, il faut pouvoir observer l'endroit où ils se sont formés, les étoiles. Et pour mieux capter leur lumière, les astrophysiciens envoient depuis les années 70 des télescopes dans l'espace. Le dernier en date, c'est Hubble, mis en orbite en 1990, et le prochain s'appelle le James Webb Space Telescope, ou JWST. Le but du JWST, c'est d'aller voir plus loin que le Hubble Space Telescope, d'aller voir les premières lumières dans l'univers, et pour cela, il a besoin d'être plus grand et de travailler dans l'infrarouge. Par exemple ici, vous voyez, ce miroir primaire fait 6,5 mètres de diamètre, alors que le Hubble faisait que 2,4 mètres. Donc c'est beaucoup plus grand. Une surface collectrice de la lumière plus grande, ça permet d'aller voir des objets plus lointains, qui émettent plus faiblement. Deuxièmement, ce télescope est un télescope infrarouge, parce que quand on va voir plus loin, à cause de l'expansion de l'univers, la lumière est décalée vers le rouge. Ce ne sont pas les seules différences entre le JWST et le Hubble. Il travaillera également beaucoup plus loin de la Terre, à 1,5 million de kilomètres, alors que Hubble n'était qu'à 600 kilomètres. Avec ça, on devrait pouvoir en observer des étoiles plus lointaines. Si on regarde très loin, la lumière qui nous arrive maintenant a mis très longtemps pour nous parvenir, donc on voit ce qui s'est passé très tôt. Donc ça sera vraiment la première fois qu'on va pouvoir voir ce qui se passe 100 millions d'années après le Big Bang jusqu'à 400 millions d'années. C'est le domaine d'excellence pour le JWST, c'est un domaine complètement vierge d'observation. Mais les étoiles dans tout ça, à quoi ressemblaient-elles ? On pense qu'au bout d'à peu près 100 millions d'années, on va avoir soit des premières étoiles, des premières galaxies, mais en tous les cas, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que ça sera très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore d'éléments lourds. Les éléments lourds, pour simplifier, c'est les éléments avec lesquels nous sommes faits, la Terre, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme matière ? C'est de l'hydrogène, le l'hélium, un petit peu d'éléments légers, lithium, beryllium, bore. Donc là, il y a un domaine inexploré de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'éléments lourds pour la formation des étoiles. Est-ce qu'elles sont beaucoup plus grosses? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des éléments lourds? Enfin, donc là, il y a vraiment une nouvelle science à regarder et on ne sait pas trop. C'est l'intérêt d'aller explorer ce domaine. Je vous propose maintenant de revenir aux origines de la matière, au Big Bang, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure. C'est quoi exactement le Big Bang? Est-ce réellement la création de l'univers? Sinon, de quoi s'agit-il exactement? Et comment arrive-t-on à fixer son âge à plus de 13 milliards d'années? Voici quelques-unes des grandes questions que nous avons posées à notre expert, Étienne Klein. Elle est née dans les années 50, plutôt à la fin des années 40, quand les gens ont compris que si on met ensemble la relativité générale, la théorie d'Einstein de la gravitation, qu'il a énoncée en 1915, et puis un fait expérimental qui a été découvert par Hubble, à savoir que l'univers est en expansion, si on met ces deux choses ensemble, on peut par des calculs comprendre ce qu'a été le passé de l'univers en remontant de plus en plus loin dans le passé. Et ce qu'on voit dans les équations, c'est pas une observation, c'est le résultat d'un calcul, c'est que quand on remonte le temps, l'univers observable est de plus en plus petit, de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Et quand on va aussi loin qu'on peut dans le passé, l'univers finit par devenir un point. C'est un univers ponctuel, avec une température infinie, une densité infinie, et auquel on va associer un instant zéro. Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Il y a un consensus sur le fait que dans un passé très lointain, l'univers était observable, était plus dense, plus chaud, plus énergétique et plus petit que l'univers actuel. Donc il y a un accord là-dessus.
Les désaccords, ou les discussions plutôt, portent sur ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Alors, le mur de Planck, c'est une limite de nos équations. Ça correspond à une situation dans l'histoire de l'univers après laquelle nos équations sont pertinentes et en amont de laquelle nos équations, on le sait, sont prises en défaut parce qu'elles entrent en contradiction les unes avec les autres. Là, il faut faire un mariage entre la physique quantique et la relativité générale. Et c'est extrêmement difficile parce que ces théories s'appuient sur des concepts qui se parlent pas, qui n'ont pas de correspondance d'une théorie vers l'autre, qui sont en quelque sorte intradivisibles l'une dans l'autre. Vous voyez qu'il faut faire un choix. Et ce choix, il est en général inspiré par des considérations esthétiques. Ça, c'est une idée qui me plaît. Ou les calculs sont plus faciles si je fais ça. Mais on n'a pas pour l'instant d'observation directe ou d'expérience qui permettrait de dire c'est tel choix qui est mieux s'adapter à l'univers que tel autre. Et donc on est dans une situation où les théories se développent en conjecture sans qu'on ait les données qui permettent de les discriminer et de trancher entre les unes et les autres. Ça crée non pas des controverses, mais des discussions. Ça fragmente la communauté des physiciens en communautés qui chacune développe une voie. Et puis il faut attendre que des résultats expérimentaux viennent nous donner des indications sur la bonne piste à suivre. Il y a plusieurs pistes théoriques, notamment celle qui est la plus suivie, qui s'appelle la théorie des supercordes. Quand on développe cette théorie, elle semble pouvoir fournir un cadre permettant de décrire à la fois la gravitation et les autres forces. Si c'est le cas, alors en l'appliquant à l'univers d'avant le mur de Planck, on pourrait savoir ce qui s'est passé avant. Et le truc assez bizarre, c'est que quand on fait cela, eh bien, la théorie prévoit que la température dans l'univers ne peut pas avoir excédé une certaine valeur qui est finie. Cette valeur est très grande, mais ça veut dire qu'à tout moment de son histoire et en tout lieu de son espace, la température dans l'univers n'a pas pu excéder une certaine valeur calculable, très grande. Mais vous voyez qu'il suffit que je dise cette phrase pour que le Big Bang des anciens modèles, auquel on associait une température infinie pour l'instant zéro, passe un seul quart d'heure. Donc, la théorie des cordes, quand vous l'appliquez à l'univers primordial, vous dit l'ancienne façon de dire les modèles de Big Bang est fausse. Par quoi on peut la remplacer? Il y a l'idée que avant ce qu'on appelait le Big Bang avant, il y avait déjà un univers qui était en contraction. Étant en contraction, il s'est échauffé, sa température augmente, atteint la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes, et une fois que cette valeur est atteinte, il ne peut pas se contracter davantage, parce que ça augmenterait sa température. Or, il a déjà atteint la valeur maximale. Et donc l'univers va rebondir sur lui-même pour devenir l'univers en expansion que nous connaissons. Et dans ce modèle, dont rien ne dit qu'il est vrai ou faux, mais c'est une conjecture, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est plus une singularité qui crée l'univers avec toutes les propriétés qu'on lui connaît, c'est une transition de phase entre un univers d'avant qui se contracte et l'univers actuel qui est en expansion. Quand vous dites l'univers a une origine, si vous désignez cette origine, vous tenez un discours qui se contredit. Parce que dire l'origine de l'univers, c'est par exemple le vide quantique, ou un trou noir, ou je sais pas quoi, ou Dieu, c'est produire un énoncé qui est autocontradictoire. Parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, donc il y a toujours eu un univers. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle est elle-même la suite de quelque chose qui l'a précédée, ce qui veut dire que ce n'est pas l'origine. Et donc je pense qu'on a tort d'assimiler aussi facilement le Big Bang avec l'origine. Et la question qui reste ouverte, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un jour la preuve que l'univers a une origine au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il a été précédé par du néant. L'origine de l'univers, c'est en effet le passage du non-être à l'être. L'absence de toute chose engendre une première chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de penser? Moi, j'ai l'impression que non. Pourquoi? Parce que l'idée de néant est une idée qu'on ne peut envisager que si on ne la pense pas. Je veux dire par là que si on se met à imaginer ce qu'est le néant, on en fait quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est le néant.
Autrement dit, comme l'avait bien vu Bergson, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. Dès qu'on la pense, on la détruit. Dès qu'on pense le néant, on en fait quelque chose que le néant ne peut pas être. Et d'ailleurs, quand on essaie d'imaginer ce que pourrait être une transition entre le néant et l'être, vous voyez bien que, comme nous sommes imprégnés du principe de causalité, nous allons dire, mais dans le néant, il doit y avoir un principe qui permet au néant de cesser d'être lui-même. Mais un néant qui est doté d'un principe, c'est déjà autre chose que du néant. Et donc on repart dans une espèce d'aporie. Moi je pense que le terrain d'entente, c'est le fait que ni l'une ni l'autre n'en parlent. Si vous lisez le texte attentivement, la Genèse, il est extrêmement imprécis. C'est pas un discours sur l'origine. C'est-à-dire, on ne dit pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il appuie sur le bouton? C'est pas dit. Ni la science, ni la religion, ni l'intellect, ni les discours, ni la rationalité ne sont capables de saisir l'origine de l'univers. Ou alors il y a cette discussion dont je ne sais pas si elle a vraiment eu lieu, c'est peut-être une légende, entre Jean-Paul II, le pape, et Stephen Hawking, l'astrophysicien, qui se sont vus au Vatican en 1992, je crois. Et la discussion qui portait là-dessus s'est terminée par ces paroles de Jean-Paul II. « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y avait après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est pour nous. » La question de la fin de l'univers, son destin ultime, est corrélative de la question de son début. C'est-à-dire, tant qu'on ne connaîtra pas son début, son origine, on ne pourra pas dire sa fin. En plus, on a dit qu'on ne peut pas facilement décrire le passage du rien à l'être. De même, on a du mal à comprendre comment quelque chose peut devenir tout à fait rien. Et donc, si on imagine que l'expansion de l'univers s'accélère et est indéfinie, sous l'effet de l'énergie noire, alors le destin, c'est un espace-temps avec un rayonnement thermique et puis des trous noirs, quoi. En gros, ça va être ça, quoi. Un univers dans lequel il ne se passe plus rien, qui est froid, avec quelques photons infrarouges, enfin beaucoup de photons infrarouges, et puis la matière sera dans les trous noirs. Ça, c'est un des scénarios possibles. Mais encore une fois, pour être plus affirmatif, il faudrait comprendre la nature de l'énergie noire et de la matière noire, et comprendre aussi sur quelles équations on a le droit de s'appuyer pour faire des prédictions à long terme. Voilà, j'espère que ce dossier a nourri votre matière grise. Et pour conclure, une petite question pour vous. Qui a dit « Nous sommes tous des poussières d'étoiles » ? Les frères Bogdanov, Hubert Reeves ou Jamy ? Oh bah tiens, on va l'appeler, ça va être plus simple. Et si ce dossier vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Allô Jamy, c'est toi qui as dit qu'on était tous des poussières d'étoiles, hein ? Non, c'est pas lui.